Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Par ici les cinéphiles, l'émission entièrement consacrée au cinéma classique. Pour cette nouvelle émission, je vais continuer aujourd'hui à explorer l'univers de Kinuyo Tanaka en vous parlant de sa première réalisation, à savoir Lettres d'amour. À l'image de bon nombre de premiers longs métrages, Lettres d'amour permet à Kinuyo Tanaka de poser les bases esthétiques et thématiques de sa filmographie naissante. En revanche, si elle puise son inspiration chez les auteurs illustres de son temps, ceux avec qui elle a collaboré, ou ceux avec qui elle collaborera par la suite, d'Ozu à Naruse, en passant bien évidemment par Mizoguchi, elle se permet de prendre à contre-pied certaines prédispositions formelles présentes chez ses aînés, et surtout va beaucoup plus loin dans la réflexion au moment d'aborder des grands sujets que ses confrères ont préféré tout bonnement ignorer. Mélodrame sorti sur les écrans japonais en 1953, Lettres d'amour nous invite à suivre l'histoire de Rekishi, un ancien soldat de la marine impériale désormais démobilisé et qui peine à refaire sa vie dans un Japon d'après-guerre en pleine reconstruction. Il vit au crochet de son jeune frère Hiroshi, un dynamique commerçant itinérant. Il est surtout hanté par le poids d'une lettre d'amour, une lettre adressée par son ami d'enfance Michiko, juste avant qu'il ne parte au combat. Un beau jour, il va croiser la route d'un ancien camarade de l'académie navale. Ce dernier, très au fait des capacités littéraires et linguistiques de Rekishi, va lui proposer un travail fort déconcertant. Rekishi, en effet, va devoir écrire des lettres en anglais, à des soldats américains pour le compte de femmes japonaises. On comprend très vite, Rekishi lui-même comprend très vite, que ces femmes n'étaient autres que les maîtresses de ces soldats durant l'occupation. Ces soldats ont dû les abandonner, contraints de rentrer au pays, et elles peinent désormais à subvenir à leurs besoins dans un Japon qui les considère comme des traîtresses. Via ces lettres, elles espèrent obtenir un soutien financier ou quelques faveurs de leurs anciens amants. Rekishi va s'acquitter de cette tâche, bon gré, mal gré, jusqu'au jour où Michiko vient lui demander une telle lettre. Pour cette première réalisation, afin d'élaborer le scénario, Kinuyo Tanaka va acquérir les services de Keisuke Kinoshita. Alors, Keisuke Kinoshita, c'est un réalisateur relativement important de la période, certes pas de l'envergure d'un Mizoguchi ou d'un Ozu, mais il appartient à cette génération d'artistes sur lesquels il faut compter dans l'archipel nippon. D'ailleurs, sous ses ordres, Kinuyo Tanaka tournera quelques années plus tard la ballade de Narayama. Au casting, dans le rôle de Rikishi, on retrouve Masayuki Mori, un acteur qui a percé sur le tard, un acteur découvert par Kurosawa, et qui fut l'interprète inoubliable du samouraï assassiné dans Rashomon. Pour l'anecdote, il partagera la vedette des contes de la lune vague après la pluie, aux côtés de Kinuyo Tanaka, chez Mizoguchi quelques années plus tard. Dans le rôle de Michiko, on retrouve une autre découverte de Kurosawa, à savoir Yoshiko Kuga, l'héroïne de l'Ange-Ivre, et qui sera également une héroïne inoubliable chez Mizoguchi dans Le Héros Sacrilège. Avec cette première tentative, Kinuyo Tanaka affichait d'emblée une certaine maîtrise, une certaine maturité, chose assez surprenante
pour une cinéaste débutante. Non, en fait pas si surprenant que cela. Il ne faut pas oublier que Kinuyo Tanaka avait déjà tourné sous les ordres des plus grands, avait pu les observer, et donc sans doute retirer de ses différentes expériences un certain savoir-faire. Un savoir-faire qui va éclater dès les premières minutes, durant l'exposition, au moment de caractériser ses personnages. Une scène, un modèle, limpide, efficace, élégant. On y voit un Hiroshi déambuler dans les rues de Tokyo, gai, avenant, alors qu'il rentre du travail, séducteur. On comprend très vite qu'il a du succès avec les femmes. Kinuyo Tanaka n'a pas besoin d'en rajouter, mais on cerne tout de suite le personnage. Il rejoint dans son appartement son grand frère, Rikishi, qui renvoie, lui, une image en totale contradiction. L'air sinistre, dépité, résigné. On décèle chez lui une colère froide, une rancœur larvée, et cela ne peut présager rien de bon. On sent que tout cela ne peut que mal se terminer. Avec cette première scène, Kinuyo Tanaka ne caractérise pas seulement ses protagonistes, elle annonce surtout la réflexion à venir, elle confirme sa volonté de traiter de sujets, de thématiques délaissées par les autres auteurs de son temps, et surtout, elle va pointer du doigt certains dysfonctionnements de la société japonaise, une société encore bien trop ancrée dans des traditions archaïques et patriarcales qui écrasent sous leur joug des individus désormais tournés vers l'avenir. L'avenir, justement, il en est question régulièrement chez Ozu à l'époque, chez Naruse, chez Mizoguchi également. Un avenir, celui des Japonais, des Japonaises, des familles. Comment vont-ils toutes, pouvoir se relever dans ce Japon d'après-guerre? Comment vont-ils pouvoir entrer de plein pied dans le monde moderne? Kiyo Tanaka profite de l'aubaine, utilise cette toile de fond pour commencer justement à s'écarter des fameuses prédispositions formelles que j'évoquais tout à l'heure. Car ici, le Japon d'après-guerre lui sert de pivot pour remettre en question certains grands principes de la société nippone et surtout évoquer la place de la femme dans une société régie par et pour des hommes, et comment la femme, justement, peut-elle trouver dans un environnement aussi hostile le bonheur, tout simplement. Kinuyo Tanaka entame son entreprise critique et analytique dès la première scène en fait. D'entrée, elle y remet en cause le rôle de l'aîné. On y voit Reikishi vivre aux dépens de son jeune frère Hiroshi. Or, dans le Japon traditionnel, c'est à l'aîné qu'incombe une telle tâche. L'aîné doit veiller sur les plus vulnérables, doit veiller sur les siens, doit veiller sur les plus jeunes, lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, lorsqu'il est dans la force de l'âge, ce qui est le cas à la base de Rikishi. Mais Rikishi a abandonné toute volonté d'avancer depuis fort longtemps, il semble voué à une destinée médiocre. Il est en quelque sorte frappé du sceau de l'infamie, du sceau du déshonneur. Un sceau du déshonneur qui frappe surtout les femmes japonaises évoquées dans le film, ces femmes qui ont entretenu des relations amoureuses avec les soldats américains durant l'occupation. Un sort peu enviable leur est réservé, elles peinent à subvenir à leurs besoins.
Elles rejoignent en quelque sorte les femmes françaises qui ont entretenu des relations intimes avec les soldats allemands pendant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Et dans ce cas, le rapport de force inverse. Rikishi, mis au banc en quelque sorte, passe du côté de l'accusation. Il marque lui-même du sceau de l'infamie ces pauvres femmes, ces victimes. Il devient en quelque sorte le porte-parole de cette plèbe réprobatrice. Le décor est planté, Kinuyo Tanaka va pouvoir déployer son dispositif mélodramatique. Elle fait rentrer dans l'équation le personnage de Michiko. Michiko incarne l'idéal féminin aux yeux de Rikishi via la lettre d'amour que lui a adressée la jeune femme quelques années auparavant. Mais lorsque Michiko lui demande une telle lettre pour la destiner à un autre, elle rompt symboliquement le lien qui les unit et brise l'idéal de son ami. Lorsqu'elle utilise des ressorts formels mélodramatiques, Kinuyo Tanaka n'hésite pas une nouvelle fois à prendre à contre-pied certains procédés utilisés par les grands auteurs de cette époque. Ainsi, comme Mikio Naruse, elle se plaît à filmer de longues ballades durant lesquelles les personnages vont parler d'amour. Mais les enjeux diffèrent. Chez Naruse, le spectateur se pose la question: vont-ils pouvoir s'avouer leurs sentiments, malgré la retenue, la pudeur légendaire japonaise? Chez Kinuyo Tanaka, vient sourdre, au contraire, une noirceur inattendue. Le poids du passé ressurgit, les regrets aussi, quand les rancœurs larvées n'explosent pas instantanément. Et là, il faut aborder la marque de fabrique de Kinuyo Tanaka, les scènes d'humiliation. Durant ces scènes, l'homme profère un flot volubile de menaces, d'injures, de reproches à la femme qu'il aime. Mais Kinuyo Tanaka en profite pour dresser le portrait de la femme forte, de la femme moderne. La femme reste digne dans l'adversité, ne plonge pas dans des abysses lacrymales à n'en plus finir, et se prépare au combat. Ce combat, c'est reconquérir le cœur de l'homme qu'elle aime. Ces scènes d'humiliation, d'ailleurs, rappellent celles présentes dans le cinéma de Joseph Mankiewicz. Mais je doute fort que Kinuyo Tanaka se soit inspiré du maître américain pour tourner les mêmes types de scènes. Non, je pense que l'ombre de Kenji Mizoguchi plane sur cette volonté de peindre ses accès de colère pour rappeler comment le maître japonais a entravé la carrière de la réalisatrice. Première œuvre fascinante, Lettre d'amour annonce les dispositions de Kinuyo Tanaka à transcender le genre mélodramatique. J'espère que cette vidéo vous aura incité à découvrir Lettre d'amour, voire carrément le reste de la filmographie de Kinuyo Tanaka. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la carrière, sur la vie de la réalisatrice et actrice japonaise, vous pouvez toujours consulter la vidéo sur ma chaîne la concernant, ou aller lire les articles traitant de ses autres œuvres sur le site Par ici la culture, lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, cela fait toujours plaisir, voire vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir passé donc ce moment en ma compagnie.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Par ici les cinéphiles.